Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je souhaiterais vous interroger sur la réglementation dite CAF, effective pour les ventes de véhicules depuis 2020, qui impose aux constructeurs automobiles de respecter un seuil d'émission de CO2 inférieur ou égal à 95 grammes au kilomètre sur 100% de leur flotte. Quelle est la position de Renault sur l'exigence de la taxe CAF à l'horizon de 2030 qui va imposer une réduction supplémentaire de 37%, soit environ 60 grammes de CO2 au kilomètre? Et deuxième question qui a trait à la relation client-fournisseur. Conséquence de la motorisation électrique imposée à marche forcée, la réduction importante du volume de pièces mécaniques s'ajoutant à la réduction importante du marché de la demande de véhicules, Renault a prévu une réduction de 50% de son panel de fournisseurs. Comment envisagez-vous de vous appuyer stratégiquement sur la sous-traitance industrielle mécanicienne dans ce contexte? Merci. Merci Sylviane. Bien, merci pour toutes ces questions. Donc, pour ce qui concerne les normes café, elles sont là. Elles ont au moins le mérite d'exister et de permettre une anticipation de ce que nous devons faire en termes d'investissement pour assurer le respect de ces normes. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut comprendre que ces normes étant ce qu'elles sont, on ne peut pas passer son temps à être schizophrène. Si nous ne les respectons pas, la punition est sévère et donc c'est même pas envisageable. Et c'est pour ça que nous devons, en amont, prévoir des investissements majeurs qu'on ne peut pas dérouter du jour au lendemain pour faire autre chose. Et donc, ce canal, en quelque sorte, un peu contraint, mais que nous acceptons, nous conduit à justement faire en sorte que, nous puissions produire des véhicules électriques qui nous permettent de respecter ce café. Je signale au passage que, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire les choses seul. Et que l'État français a, depuis maintenant des années, fait son devoir et sa part en subventionnant l'achat des véhicules électriques, dont je n'ai pas eu le temps de vous dire qu'un de leurs petits défauts aujourd'hui, c'est qu'ils sont chers. Et ils sont chers pas forcément à cause de nous. Certes, il y a l'histoire de la compétitivité française, mais pour moi, ce n'est pas le sujet majeur. Elles sont chères à cause des métaux, à cause des batteries et à cause du coût nécessaire de la recherche pour tout ce qui concerne les logiciels qui aujourd'hui équipent nos véhicules. Ce sont des véhicules chers. Et de fait, tant que nous n'aurons pas réduit nos coûts de façon substantielle pour rendre ces véhicules abordables, et comme vous le voyez, on va très vite, et on est en train de prévoir maintenant des véhicules comme la R5 ou la future, petite voiture Renault que nous allons produire en Europe à des niveaux qui soient abordables, il faut que cette aide publique continue. Pour faire le lien avec votre question, si elle disparaissait, nous serions dans les pires difficultés, non pas pour produire ces véhicules, mais pour les vendre. Et si nous ne pouvons pas les vendre, nous n'allons pas les produire, et par conséquent, nous ne serons pas capables de respecter ces fameuses normes café. Il y a donc une mécanique qui est totalement, combinée, qui fait que nous sommes totalement solidaires dans cette histoire-là. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne récemment. Le gouvernement allemand, dans son autorité propre, a décidé de supprimer du jour au lendemain toutes les subventions à l'acquisition de véhicules électriques. Bon, moi, je veux bien, c'est leur souveraineté. Sauf que la conséquence de ça, c'est que derrière, les ventes de véhicules électriques en Allemagne, je n'ai pas besoin de vous décrire ce que ça a donné. Et donc, ils sont en chute nette. Et donc, derrière, pour tous les constructeurs automobiles qui ont accès à ce marché, nous sommes obligés d'intégrer cette donnée parce que, malgré tout, notre système est mondial et l'européen en particulier, et que, bien entendu, s'il y a un tel déficit de demande dans un pays important de l'Europe, ça a des conséquences sur nos productions et donc dans la capacité de respecter le café. C'est pour ça que je vous dis que les sujets ne sont pas simples. Je pense que vous avez compris que tout n'est pas, immédiat et qu'il faut être capable, et je pense que M. Jadot en est absolument convaincu, en fonction des circonstances, d'être capable de s'adapter à tous les défis dont je viens de vous parler, parce que je pense que le monde politique et sa noblesse est là pour faire en sorte d'être pragmatique et d'avoir une hauteur de vue suffisante pour intégrer toutes ces données dont je viens de vous parler. Dans l'état actuel des choses, nous sommes dans l'axe et nous allons respecter le café et faire que tout soit possible pour que nous puissions être là. Alors, la sous-traitance, oui, c'est d'ailleurs un point que j'ai commencé à évoquer. Parce que, nous avons
énormément de sous-traitants, vous le savez, et que les sous-traitants français font partie de notre paysage depuis des générations. Bon, alors, je ne vais pas vous le mentir, vous cacher. La transformation que nous vivons aujourd'hui impose à ces fournisseurs des transformations phénoménales. Notre devoir, c'est de les accompagner. Alors, naturellement, rien n'est parfait. On pourra dire, mais vous êtes très exigeant, vous avez... Oui, c'est vrai, peut-être, mais regardez dans quel défi nous sommes. Mais pour autant, nous devons tout faire pour que nos sous-traitants nous accompagnent et nous aident. Je vous le dis, on ne pourra jamais fonctionner seul. Il faut que la sous-traitance automobile comprenne que nous sommes là et que si nous n'étions pas là, la sous-traitance globalement aurait un problème. Donc nous sommes totalement solidaires. Voilà. Je le dis comme je le pense. Et je sais que peut-être nous avons parfois des progrès à faire dans la rapidité, dans le lien, etc. Mais croyez que Renault a ça accroché dans ses tripes de maintenir toute l'activité possible des sous-traitants. C'est-à-dire, je vais aller un peu plus loin. En tant qu'exemple concret, ce que nous faisons dans le nord de la France, la naissance d'Electricity, tous ces sites dont je viens de vous parler, qui vont être dédiés à l'électrique pure, nous avons tout fait pour que 75%, si ce n'est un peu plus, de nos fournisseurs soient dans un rayon de 300 km. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà un signe très puissant que nous avons absolument conscience de l'écosystème régional. Ce n'est pas aux gens de Renault qu'il faut apprendre ce que c'est que le territoire. Et ce n'est pas à moi non plus. J'ai vécu 15 ans à Clermont-Ferrand, je sais de quoi je parle. Je sais à quelle est l'importance de notre tissu industriel en province. Et donc en faisant cela, en décidant de façon volontaire d'avoir l'essentiel de nos fournisseurs dans un rayon très rapproché de cet ensemble, je considère que nous faisons une partie de notre devoir. J'en profite pour vous dire qu'une de mes obsessions, mais jusqu'à présent je n'ai jamais été entendu, c'était déjà il y a quelques années d'imaginer la création en France de zones que j'appelais à l'époque peut-être maladroitement zones franches, mais de zones industrielles significatives dans lesquelles on pourrait pendant un certain nombre d'années faire bénéficier du réseau des sous-traitants et des industries principales d'un certain nombre de, j'allais dire, de privilèges fiscaux et sociaux pendant quelques années. Pourquoi ? Parce qu'en faisant cela, certes, ça a un coût pour l'État. Mais ce coût est largement compensé par les recettes fiscales qui sont nées des emplois qui pourraient être créés dans ces zones, à travers la TVA par exemple, et que la compensation est en réalité beaucoup plus importante qu'on pourrait l'imaginer quand on considère le sujet. D'autres pays l'ont fait, dans les pays de l'Est, même en Angleterre, et que ces zones privilégiées sont un accélérateur d'industrie qui pourrait résoudre une immense partie des problèmes de la réindustrialisation en France. Je ferme la parenthèse ici, pour votre réflexion, parce que je crois que c'est une voie qu'il faut suivre et essayer de concrétiser. Voilà. Je crois que Luca De Meo, d'ailleurs, en parle dans son article hier. C'est un sujet dont nous parlons ensemble depuis très longtemps. Et je me permets de vous livrer cette réflexion. Donc je crois que s'agissant des fournisseurs, je veux dire, voilà ce que nous faisons. Croyez qu'on est très conscient de tout ça. La direction des achats du groupe est extrêmement attentive. Régulièrement, d'ailleurs, j'ai un point avec les équipes sur ce qui s'y passe. Et nous surveillons les vulnérabilités et avec une sensibilité que vous n'imaginez pas. Voilà. Merci, Monsieur le Président.